en gros trois publics, trois utilisateurs, trois catégories d'utilisateurs des communications, l'ensemble des citoyens ordinaires qui vont avoir besoin des communications pour téléphoner à la famille, pour s'informer sur l'actualité du conflit. Ensuite, on va avoir une deuxième grande catégorie qui va être constituée de l'État, de manière assez large, avec des administrations qui vont communiquer sur la situation, qui vont donner des conseils. On a bien sûr aussi tous les acteurs de la sécurité et de la défense. Ils sont des utilisateurs particuliers, puisque ce sont des acteurs qui sont combattants, qui s'appuient toujours sur des systèmes de communication qui leur sont propres, a priori, pour les systèmes d'armes notamment, mais qui peuvent aussi emprunter, utiliser les systèmes de communication grand public, tels qu'Internet. Et ensuite, la troisième catégorie, qui est constituée de tous les médias, la presse, radio, télé, tous les médias qui sont sur Internet. Toutes ces perturbations mises bout à bout finissent par perturber très, très fortement les systèmes de communication et les communications de manière générale dans le pays qui est en guerre, en l'occurrence l'Ukraine. On a noté une très, très forte baisse des capacités de communication, du taux de connectivité au sein de l'Ukraine, avec des réseaux Internet qui ont été coupés ou qui ont été victimes de cyberattaques. La guerre à l'ère de l'Internet n'est pas forcément fondamentalement différente de ce qu'elle pouvait être avant, puisqu'on avait des perturbations, des attaques sur les systèmes de communication au cours de toutes les guerres qui ont précédé au XXe siècle et même au XIXe siècle. Les systèmes de communication ont toujours été des cibles particulières dans les guerres, et que ce soit des communications militaires ou des communications civiles. Donc, à cet égard, la guerre actuelle en Ukraine s'inscrit dans la lignée de tous ces conflits. Il n'y a pas de grande nouveauté, je dirais. En fait, c'est une initiative qui consiste en la création d'un compte sur Telegram. Et sur ce compte Telegram, les autorités ukrainiennes désignent des cibles. En gros, ce sont des sites Internet ou des comptes email en Russie. Et l'idée, c'est de lancer des attaques contre ces cibles qui sont désignées. Il y a un petit peu plus de 300 000 utilisateurs ou, je dirais, abonnés inscrits à ce compte Telegram. Ça ne veut pas dire que pour autant, il y ait derrière une armée de 300 000 individus. Ce sont des abonnés, des gens qui sont inscrits à ce compte et qui vont, pour certains, agir, pour d'autres, être de simples observateurs ou au contraire de simples preneurs d'informations. Il existe des vraies cyberarmées, mais elles se trouvent au niveau des armées. De nombreux pays se sont dotés d'armées, d'unités de cyberdéfense depuis de nombreuses années, depuis environ les années 2010 à peu près. Même sans cet appel à fédérer des capacités autour de cette armée IT, il y aurait eu des hackers qui seraient venus, il y aurait eu des activistes qui seraient venus, parce que tous les conflits que l'on a observés depuis 20 ou 30 ans, on a toujours eu ce schéma de manière récurrente avec des individus qui sont venus défendre une cause ou une autre d'ailleurs, lors des conflits, lors de crises, quand il y a des manifestations, quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde. C'est une autre notion qui a été conceptualisée toujours pareil dans les années 90 aux États-Unis et qui ne s'appelait pas la cyberguerre, mais qui s'appelait la network, c'est-à-dire la guerre en réseau, la guerre des réseaux, c'est-à-dire cette idée selon laquelle on pouvait fédérer des individus du monde entier autour d'une cause pour gagner des affrontements qui ne sont pas forcément des guerres, mais qui peuvent être des affrontements politiques, des causes idéologiques ou autres.